Écoutez, on ne va pas trop tarder, si vous me permettez. Je vais faire juste une brève intro. Donc, Martine Delvaux, pour les rares qui ne la connaissent pas, c'est une autrice et essayiste qui a signé à ce jour plusieurs livres. Pour ne nommer que cela, donc il y a C'est quand le bonheur qui a été publié en 2007, Rose amère en 2009, Les Cascadeurs de l'amour qui n'ont pas le droit au doublage en 2011, Blanc d'or qui a eu le mérite d'être le prix des libraires et prix du gouverneur général en 2016. Finaliste. Merci bien. Je savais que vous allez me reprendre tant les prix et tant des œuvres. Oui, je ne prends pas les prix qui ne sont pas gagnés. non, tout à fait. Mais c'est tout comme. Mais sinon, il y a Thelma, Louise et moi qui a été en sélection du prix des libraires en 2019. Mais celui pour lequel vous avez été, comme je pense pour plusieurs personnes, une révélation, c'est pour le fameux livre Le Boys Club, qui a été le Grand Prix du livre de Montréal en 2020. Et tout récemment, donc, vous avez publié également « Je n'en ai pas parlé à personne ». Mais au-delà de tout cela, vous êtes également une professeure littéraire à l'Université du Québec à Montréal, donc qui mérite d'être mentionnée aussi. Merci infiniment pour votre présence avec nous ce matin. Je vais me permettre de juste rappeler comment l'entrevue, les échanges vont se passer. Donc, il va y avoir un petit 30 minutes d'entrevue qui sera menée par moi. Ensuite, j'inviterai tous ceux et celles qui ont des questions à les garder pour la fin. On aura 15 minutes d'échange. Donc, voilà, je vais essayer de gruger sur mon 30 minutes aussi pour laisser... je sais qu'il y a plein de questions aussi qui vont fuser. Donc, sans plus tarder, si vous me permettez, moi, ma première question, là, elle est d'intro. Ça serait de nous parler un petit peu plus sur qu'est-ce qui a été un élément déclencheur pour cet engagement-là en faveur de la parité. J'ai essayé de faire l'exercice pour retrouver un peu dans ma propre vie ce qui pouvait avoir été un déclencheur. C'est difficile, hein, parce que, bon, moi, je suis beaucoup plus vieille que vous toutes. Et bon, ma mère est une féministe des années 70, donc j'ai été élevée un peu dans cet environnement-là où elle disait tout le temps, bon, il ne faut pas dépendre financièrement, économiquement d'un homme. Donc, d'emblée, il y a eu comme une idée du monde qui devait être partagée par tout le monde. Et j'ai vite lutté pour des droits qui sont acquis, même s'ils sont menacés aujourd'hui, le droit à l'avortement, par exemple. Et dans tous les cas, la question de la non-représentativité, de la non-place des femmes dans notre société était comme un enjeu très sensible pour moi. Et comme j'avais 20 ans à peu près quand Polytechnique est arrivé, ma meilleure amie était étudiante en ingénierie. Bon, moi, j'ai grandi à Ottawa, mais elle était donc étudiante là-bas. Je pense qu'en y repensant, je pense que Polytechnique a été un événement marquant, que ça a été une sorte de moment qui a cristallisé ce que j'ai envie d'appeler une sorte de colère féministe, mais une colère au sens créatif de la colère, qui a ensuite m'a incité à faire un doctorat, à étudier la littérature des femmes, à être tout le temps dans des sujets qui concernaient les femmes, et puis à devenir plus proprement militante, mais plus tard dans ma vie. J'ai été militante en tant que professeure parce que je n'enseignais que des corpus de femmes, je parlais de théorie féministe, personne ne le faisait. Hein? J'en étais 2 profs encore aujourd'hui, d'ailleurs on n'est pas nombreuses, mais on était très peu nombreuses et c'était très tabou encore de parler de féminisme. Donc, mon militantisme était dans la salle de classe, d'abord et avant tout, dans les projets de recherche. Et puis, avec 2012, avec le printemps érable et tout ce que j'ai fait et vu dans la rue, en fait, ça a comme fait basculer quelque chose. Et là, j'ai écrit Les filles en série et à partir de là, je me suis mise à occuper une place dans l'espace public que je n'occupais pas avant. Donc, une place qu'on m'a donnée aussi, hein, parce qu'on m'a invitée. Et puis bon, mais j'aurais pu refuser. Il y a beaucoup de professeurs qui refusent d'exister dans l'espace public, dans les médias, d'abord et avant tout. Et moi, j'ai fait le pari contraire. J'ai dit, il y a un moment où je me suis dit, je dis oui à tout. Et en disant oui à tout, je me suis retrouvée dans des lieux qui n'avaient absolument rien à voir avec l'université, mais qui m'ont permis de développer une parole, une pensée plus militante que celle qui était peut-être la mienne avant. J'étais beaucoup plus réservée, plus timide. Voilà. Ça serait à peu près ça la réponse que je donnerais. Je vous remercie beaucoup. Ma prochaine question, elle est dans ce sens-là, justement, comment on passe de la militante à la romancière. Mais bon, je pense que vous avez fait un petit topo, puis vous dites avoir été timide par le passé. Je suis en fait une grande timide qui se cache. Mais... OK, parfait. Bon, c'est bon à savoir comme quoi que finalement.
On peut, d'ailleurs, il faut vraiment retenir ça. On peut passer par-dessus la timidité, mais elle reste. Ma vraie nature, c'est d'être chez moi avec mon chien, mon chat, ma fille, et puis d'être avec mes livres. Hein. C'est vraiment plus ça, ma nature. Super. Ma prochaine question va aller dans ce sens-là, justement, parmi les défis que vous avez pu rencontrer tout au long de votre militantisme, si je peux dire ainsi. Au début, plus particulièrement, c'était quoi à titre de femme qui s'engage et à titre de femme qui porte finalement cet enjeu-là sur la scène publique, si je peux me permettre? Je pense que je le prendrais même avant. Je pense que, bon, j'espère que c'est moins le cas aujourd'hui, mais je pense que c'est toujours le cas. La place des femmes n'est pas gagnée. Elle n'est pas gagnée dans les écoles, elle n'est pas gagnée dans la rue, elle est gagnée nulle part. Et moi, comme la majorité des femmes de ma génération, mais même plus jeunes, hein, je pense qu'on continue à être l'objet d'un sexisme qui se manifeste parce qu'il est systémique. Et donc, j'ai subi ça. J'ai eu, par exemple, je me souviens très bien, et ça me revenait en pensant à notre rencontre de ce matin, quand je faisais mon doctorat, donc j'avais, je ne sais pas moi, 23, 24 ans, j'étais aux États-Unis, dans une université américaine, et il y a un prof qui, quand je lui ai proposé le travail que je voulais mener dans le cadre du cours que lui donnait, m'a dit non, m'a dit, vous n'en serez pas capable. Et bon, évidemment, je me suis littéralement levée de ma chaise et j'ai dit, c'est le projet que je vais mener et voilà, c'est tout. Il n'y aura pas de discussion. Et en sortant de son bureau, je tremblais de rage et en parlant à mes collègues étudiantes, on avait toutes été l'objet de ce commentaire-là, mais pas les garçons. Donc, ce sexisme-là, ce biais qui dit que les femmes sont littéralement moins intelligentes, hein, moins capables de mener des projets d'envergure, c'est sûr que ça a marqué. Et ça continue à être un enjeu quand on prend la parole. Si je suis interviewée avec un homme, c'est lui qui prend la parole. C'est à lui qu'on la donne et c'est lui qui monopolise la parole. Il y a quelque chose là, même aujourd'hui, ça m'est arrivé il y a quelques semaines, c'est très difficile et périlleux encore, même pour moi, de faire taire l'homme qui est invité avec moi. Et pire encore en Zoom, je pourrais dire, ou à distance, en présence, j'avais développé des stratégies un peu plus selon le classique féminin. Je mettais ma main sur le bras pour comme adoucir le fait que j'allais couper la parole. Mais à distance, on ne peut plus faire ça. Et je me rends compte que c'est vraiment difficile. En fait, et les hommes ont l'habitude de prendre la parole et la prennent longtemps. Ils la monopolisent. Donc ça, c'est une des difficultés, c'est un des défis qui continue jusqu'à ce jour. Et il faut que les femmes apprennent, qu'on leur apprenne à prendre la parole, mais plus encore qu'on leur donne la parole. Et je pense qu'il faut la donner dès le plus jeune âge. Je pense vraiment qu'il y a un biais inconscient chez beaucoup d'enseignants à tous les niveaux où on va faire parler les garçons, les petits garçons, les adolescents. On va être plus apte ou plus tenté d'écouter leurs paroles. Et de la même façon, si un garçon, et on le sait, bon, c'est le cas chez les politiciens, par exemple, mais chez les directeurs d'entreprise ou bon, chez les collègues en général, un homme se fâche, il fait autorité. Une femme pousse un cri de colère ou elle a une manifestation de colère, on va tout de suite la considérer comme hystérique, malade mentale ou déséquilibrée à cause de ses règles. Ces clichés-là continuent. Ça continue aujourd'hui. Donc, ce sont des défis parce qu'à chaque fois, en tant que féministe, moi, j'ai envie d'avoir le droit d'hausser le ton. J'ai envie d'avoir le droit d'être en colère. Et parfois, je le suis, à la radio, par exemple. Mais le reproche qu'on me fait après est terrible. Parce qu'on me dit, mais voyons, on ne comprenait pas ce que tu voulais dire, et puis pourquoi se fâcher comme ça? C'est un espace public. Mais les hommes se fâchent tout le temps en public et on ne leur reproche pas. Ils ont le droit de transmettre leurs pensées par l'entremise d'un ton qui est élevé, un rythme qui est rapide, avec un visage qui rougit, et ce n'est pas un reproche qu'on leur fait. Donc ça, même quand on est militante, ça c'est quelque chose qui continue à être un défi. Bon, c'est un des défis, hein, parce qu'après, il y en a une panoplie de défis. On paye cher, je crois encore en tant que femme, le fait d'être militante sur la place publique. Tout à fait. Ça fait tellement écho
à tout plein de choses qu'on entend. Je vous remercie beaucoup. Mais justement, je pense que vous le dites parce que tout à l'heure, on évoquait avec Mme Pascale Navarro aussi la critique des médias qui va être beaucoup plus sévère vis-à-vis des femmes Oui, et ainsi de suite. Et de plus en plus, là, depuis peu, on parle aussi de la haine sur les réseaux sociaux dans un monde qui s'est transformé en virtuel et qui est devenu à quasi 100% à l'heure actuelle. Puis les femmes militantes, plus particulièrement, vont être cibles de plus de méchanceté ou de violence via les... Et vous en avez parlé là, au plateau de Tout le monde en parle justement en octobre 2019, si je ne me trompe pas. Puis quelques temps après, on l'a lu aussi sur Radio-Canada. Puis une des questions, c'est justement comment on fait face à cette violence-là qui est une violence, puis il faut nommer là ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis il faut continuer de le dénoncer. Comment on fait finalement pour continuer d'aller de l'avant puis de dealer, entre parenthèses, avec ça, j'ai envie de dire? Oui. Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Chacune y arrive comme elle peut. C'est sûr que cette violence-là, elle est décuplée quand on est une femme, même si on le sait, les journalistes masculins l'ont dénoncé aussi, donc les hommes politiques aussi reçoivent leur lot, comme on l'a bien vu durant la pandémie, leur lot de menaces de mort et tout ça. Mais la différence, c'est que quand il s'agit d'une femme, c'est qu'on est sexualisé. Les hommes ne sont pas sexualisés. Nous, on reçoit des menaces de viol. Nous, on se fait dire qu'on est frustré, laide, bête, qu'on manque d'intelligence. Et dans mon cas, évidemment, il y a eu des attaques par rapport à mon rôle de professeur. On attaque rarement les hommes sur leur rôle social de cette façon-là. Et moi, il y a vraiment eu toute une avalanche de commentaires qui disaient « Mais voyons, comment est-ce que c'est possible qu'elle ait encore un poste à l'université? » Donc, d'évaluer mon intellect, d'évaluer mon corps, menacé de viol, menacé de mort, enfin, c'est sûr que c'est lourd. Après, comment on fait? Je ne sais pas, il y a des femmes qui ont quitté l'espace public, qui ont quitté les réseaux sociaux parce que c'était trop violent et je le comprends. Je le comprends vraiment. Et moi qui... j'ai une assez bonne carapace par rapport à ça, peut-être parce que je suis plus âgée aussi. Je pense qu'avec le temps, on se construit une sorte d'armure. Mais il reste que j'ai dû appeler les flics, que j'ai dû parler à un avocat pour essayer de voir s'il n'y avait pas menace diffamation et donc poursuite possible. C'est compliqué, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est fragilisant. J'ai eu peur de sortir de chez moi, j'ai eu peur pour ma fille aussi parce qu'évidemment, les gens qui nous sont proches sont associés à nous. Il y a des moments où je me suis retirée et puis après, je suis revenue. J'ai développé toute une série de stratégies où les messages qui sont violents, qui me sont envoyés, je les dénonce, souvent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai pris, parce que vous savez, ce qu'on dit, c'est toujours, il ne faut pas nourrir le troll, hein, donc il ne faut pas alimenter cette affaire-là. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que oui, il y a un risque d'alimenter le troll parce que ce qu'ils veulent, ces gens-là, c'est être sans arrêt sur la place publique et donc on leur donne du jus, si on veut. Mais il y a une manière de les dénoncer sans les alimenter, je crois. Et moi, j'ai beaucoup fait ça. J'ai beaucoup mis dans l'espace public des copies de messages qui m'ont été envoyés qui étaient violents. Et puis après, ces gens-là, parfois, ont été l'objet d'une avalanche de contre-messages. Hein? Il y a des gens aussi qui viennent à ma défense. Mais l'idée, c'est de ne pas rester seule avec, en fait. C'est de ne pas le porter toute seule. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'il y a une forme de honte. Hein? Même moi, à 50 ans, avec l'expérience que j'ai, quand je reçois des messages violents, il y a un moment où je m'interroge, où je dis « Attends, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? » Et c'est très facile de glisser sur la pente de la honte et de dire « Oh mon Dieu, je l'ai cherché. » C'est comme une victime de violence sexuelle. Hein? C'est des comportements qui sont semblables et chez l'agresseur et chez la personne agressée. Donc, il faut être prudent, puis après, il faut arriver à trouver ce qui est juste pour soi. Et je dirais une dernière chose, je l'ai fait hier d'ailleurs, il y a des fois des gars qui m'écrivent, parce que les messages violents viennent surtout d'hommes, là, on ne va pas se le cacher, mais il y en a parfois qui m'écrivent et qui me disent j'ai entendu ce qu'on disait à votre sujet, donc de la part de certains chroniqueurs qui m'ont pris comme cible hein, depuis des années d'ailleurs. Et ils disent, mais je suis allée lire ce que vous avez dit, je suis allée écouter ce que vous avez à dire et au fond, ces gens-là n'ont pas raison. Enfin, je comprends maintenant ce que vous faites et je vous remercie. Et bon. Et ça arrive, et j'ai même eu des fois des dialogues avec je me souviens d'un cas l'été dernier, un homme qui m'envoyait des messages, mais d'une violence inouïe. Et j'ai répondu.
Et j'ai dit, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de m'écrire. Vous ne savez pas qui je suis. Vous n'avez rien lu de moi. Vous êtes en train de partir sur des faussetés qui ont été colportées par tel journaliste. Pourquoi vous m'écrivez comme ça? Et on a eu un dialogue, en fait. Et à la fin du dialogue, donc, évidemment, hein, ça m'a pris un temps fou, mais à la fin, il m'a remercié. Et il m'a dit, je vous demande de mettre notre échange sur votre page Facebook pour que les gens voient que c'est possible. Donc, mais en même temps, moi, je dis tout le temps aux femmes, on a suffisamment de charge mentale, on fait suffisamment l'éducation de tout le monde tout le temps, à tous les niveaux. On n'est pas non plus obligé d'éduquer. On n'est pas obligé d'être les pédagogues de ces hommes-là. Donc, moi, je le fais une fois de temps en temps parce qu'il y a un moment où j'en ai marre et j'essaye une autre stratégie, mais il n'y a vraiment pas d'obligation. On fait comme on peut. Super, je vous remercie beaucoup. Puis, je profite aussi pour dire qu'il faut prendre soin de soi aussi avant de... Les moments de recul sont nécessaires. On est une soixantaine aujourd'hui à vivre aussi toutes sortes de choses à l'heure actuelle. C'est important de le rappeler. Absolument. Je vous remercie beaucoup. Ce qui m'amène au fameux le Boys Club dont on a entendu parler, puis qui vous a finalement mis sur la scène, mais pas que, mais qui vous a valu certains commentaires là, dont on vient de parler, etc. En quelques mots, à défaut d'avoir lu tout le livre, pour les personnes qui ne l'ont pas lu, allez-y, vous dépêchez aux librairies indépendantes, idéalement aussi, pour vous le procurer. C'est la petite minute de pub. Mais sinon, si vous pourriez nous le résumer, le Boys Club, ce que c'est et pourquoi finalement, il n'est pas nuisible uniquement aux femmes, mais à l'ensemble de notre société. Parce que c'est une fausse croyance de croire que finalement, quand on dénonce le Boys Club, c'est uniquement parce que voilà, on privilégie les femmes. Donc, exact. C'est comme si l'expression Boys Club veut dire l'entre-soi. Quand on reste entre nous. L'essai, c'est vraiment un essai, hein? Puis bon, merci, tout le monde en parle, parce que si j'ai eu droit à une telle couverture médiatique, si on a vendu autant de livres, c'est parce qu'on a été à la télé. Il ne faut pas se le cacher. C'est pour ça que le travail des féministes reste souvent marginal. On ne nous invite pas sur la place publique. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être invitée et ça m'a permis de porter le livre. Mais le Boys Club, c'est la suite des filles en série. Donc, moi, je travaillais avec des figures. Je travaillais avec ces figures de femmes qu'on connaît toutes, que ce soit le corps de ballet, les mannequins de mode, les Rockets, donc toutes ces femmes toutes pareilles. Hein? Donc, qui sont blanches en général, qui ont les cheveux d'une certaine façon, un certain corps, et qui bougent ensemble et qui ne se regardent pas. Et quand on me disait, mais les hommes aussi sont uniformisés, et je répondais, oui, mais pas pour la même chose. Les hommes uniformisés, c'est au nom du pouvoir, s'ils sont membres de l'armée, ou au nom de la religion, s'ils font partie d'un organisme religieux. Mais ils ne sont pas ornementaux comme les femmes. Et ce que je voyais, c'était cette figure, donc de notre imaginaire, qu'on retrouve dans les téléséries, au cinéma, qu'on retrouve... ce matin, quelqu'un m'a envoyé une description de l'émission Deux filles le matin, et c'était exactement ce qu'on voyait à l'écran. Donc, quand des hommes qui se ressemblent, donc qui sont en majorité tous blancs, ils ont à peu près la cinquantaine, donc ils ont un peu de galon, ils ont un peu de pouvoir, et ils sont en rond autour d'une table, et là, ils discutent ou ils s'échangent quelque chose. Donc, ça peut être même un ballon de football. Hein, quand ils sont en caucus sur le terrain de football, c'est une forme de boys club. Donc, c'est vraiment l'entre-soi. Et après, je me suis mise dans mon essai à réfléchir à cette figure de l'entre-soi. Où est-ce qu'on la trouve? D'où elle vient? Donc, l'expression elle-même, boys club, vient des clubs privés anglais. Donc, ça en dit long. Quand on lit sur l'histoire du club privé, on comprend d'où vient cette pensée qui entoure le boys club. Et après, je me suis mise à la débusquer. C'est très partiel, hein, parce que les boys clubs sont partout. Mais je suis passée de Donald Trump avec son club privé à lui, Mar-a-Lago. J'ai pensé à la ville comme une espèce de boys club, même en termes de toponymie, la non-place des femmes dans la rue. J'ai pensé à l'architecture, j'ai comme fait une sorte de trajet comme ça à travers différentes manifestations du Boys Club, dont la plus violente est celle du viol en série, du viol collectif, pardon. Et le viol collectif qui a même servi à vendre des jeans ou du parfum, hein, où on voit une femme au milieu et puis des hommes autour d'elle qui sont menaçants et qui menacent de la violer. Il y a eu énormément de cas de viol collectif sur les campus universitaires, par exemple, aux États-Unis. Donc, j'ai comme bâti un argument. Et le dernier chapitre porte sur la figure de la Schtroumpfette. Parce que dans tout Boys Club, s'il est bien fait, il a au moins une femme. Et cette femme, c'est ce qu'on dit en anglais, c'est le token. Hein? Donc, c'est celle qu'on invite pour se donner bonne conscience, mais qui, au fond, non seulement est seule et donc n'a pas d'amis, mais n'a pas vraiment de voix. Et elle est là pour être comme eux, au fond.
ou pour être exclu, d'ailleurs. Donc, je mets en garde, si on veut, par rapport à cette figure de la Schtroumpfette. Et c'est une manière de dire que mon livre s'adresse à tout le monde, mais qui s'adresse aussi aux femmes, dans la mesure où j'ai envie de dire aux femmes, il faut arrêter de vouloir être élu par les hommes. Il faut arrêter de chercher le regard des hommes comme celui qui va nous faire exister et chercher le regard de l'autre femme et être en amitié et en solidarité avec l'autre femme pour créer des nouvelles alliances et des nouveaux réseaux. Pas pour créer des boys clubs qui vont reproduire encore cet entre-soi où on serait toutes des femmes pareilles, assises autour de la table à l'exclusion d'eux. Pas du tout. Parce que ce qu'on veut au final, c'est une diversité. On veut qu'il y ait une diversité au Parlement. Moi, je veux que le Parlement représente le Québec. Je ne veux pas qu'il soit la représentation d'une certaine couche sociale ou d'un certain ceinture fléchée québécois. Je veux que ça représente le Québec tel qu'il est aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il y a une diversité non seulement de couleur de peau, mais d'orientation sexuelle, de santé physique. On ne voit jamais de personnes vivant avec un handicap dans les parlements. Donc, il faut que tout le monde soit représenté. Mais pour commencer à y penser, il faut, je crois, commencer par pouvoir reconnaître ce que c'est un boys club. C'est comme une manière de le diagnostiquer. C'est comme si mon essai se veut un outil diagnostique. Super, je vous remercie beaucoup. Puis, mon Dieu, il me semble que j'aurais plein de sous-questions par rapport à cela. Puis, je tente de rester fidèle à ce qui a été, à ce qui vous a été envoyé. Du coup, non, mais vous pouvez y aller, hein, ça ne me dérange pas. J'ai envie de vous dire, venez, on se prend un café direct après, puis on laisse tomber tout ça, puis on se retrouve. Mais bon, du coup, ce qui m'amène, merci beaucoup. On l'a nommé un petit peu tout à l'heure, encore un peu plus tôt aujourd'hui, puis j'aimerais y revenir. C'est cette façon de... On a l'impression que, du moins en Occident, on a cette fausse croyance populaire, comme quoi que, effectivement, on a fait du chemin, il y a certains acquis, mais la situation reste fragile, puis il faut rester toute sa vie durant vigilante, comme l'a dit celle qu'on ne nomme plus non plus Madame de Beauvoir. Mais du coup, comment on s'outille pour pouvoir répondre à ce genre de commentaires-là de « Ah ouais, mais vous, les femmes, vous avez tout acquis déjà, qu'est-ce que vous voulez de plus? » Ben, il faut rappeler les statistiques, je crois, à chaque fois. C'est extrêmement épuisant. Hein? Et surtout, moi, je trouve ça particulièrement pervers quand on est ici et qu'on nous dit non, mais vous vous plaignez de rien. Pensez aux femmes ailleurs. Hein? Et on nous pointe toujours des lieux tout à fait. de chez nous. Et là-dedans, il y a un geste colonial. Hein? Il y a vraiment un réflexe colonial, un réflexe impérial qui dit l'ailleurs est pire qu'ici. Et donc, les gens qui ne sont pas blancs sont pires que nous. Et c'est sous-entendu. Évidemment, c'est implicite. Il n'y a personne qui dit ça, mais c'est implicite. Alors qu'on peut aussi se comparer à mieux. On peut se comparer à mieux. Il y a des pays où il y a plus de femmes au pouvoir, le Rwanda, par exemple. Hein? Il y a des pays en Europe du Nord où il y a une meilleure équité de manière générale. Donc, quand ça se passe ici, moi, j'ai tendance à rappeler les statistiques, par exemple, de violences sexuelles. J'ai tendance à rappeler que depuis janvier, il y a 5 femmes qui ont été tuées par des ex-conjoints au Québec. En France, il y en a eu 16. Ils sont 60 millions. Donc, est-ce que vraiment on peut se targuer ici d'avoir tout gagné? Quand le corps d'une portion de la population est mis en péril systématiquement, quand une femme sur 3, et moi je trouve que c'est conservateur comme statistique, va au cours de sa vie être l'objet d'une violence sexuelle, moi je suis convaincue que c'est toutes les femmes, hein, vraiment, d'une façon ou d'une autre. Dans tout l'éventail, dans le continuum des violences sexuelles, je pense que toutes les femmes l'ont vécu. Je ne vois pas comment on peut s'asseoir sur nos lauriers et dire au Québec, on a tout gagné. C'est faux. Quand je vois François Legault nommer des femmes au Conseil des ministres ou à la tête de ministère et ensuite les retirer de là, leur donner un ministère moins bon, dès que, en apparence du moins, il y a eu une erreur qui a été faite, alors que les boys ne sont jamais remis en question. Quand François Legault fait des conférences de presse et que la mairesse, c'est Valérie, mais que les autres, c'est monsieur machin, non, je trouve que ça, c'est des signes de non-parité, c'est des signes de sexisme systémique. Et ça, c'est l'autre truc, c'est que le sexisme, la discrimination, le racisme, c'est systémique. Et tant qu'on ne voudra pas lire le système dans lequel on vit, on passe à côté. Donc, il faut aussi tout le temps renvoyer au système, renvoyer à une culture qui est beaucoup plus pernicieuse, implicite, tacite, souterraine, comme en sous-marin tout le temps. Il faut essayer de toujours rappeler qu'elle est là
au lieu de juste accepter cette espèce d'a priori qui dit que chez nous, on a tout gagné. Tout à fait. Et justement, vous faites écho à ce système-là. Puis moi, j'ai envie, il nous reste un petit 3 minutes. Moi, j'ai envie de savoir, à titre individuel et à titre collectif, comme société, quelle est la posture qu'on doit avoir pour finalement que le Boys Club ne continue plus de s'enraciner dans ce système-là. Puis j'aime être rêveuse, d'où ma question. Ouais. Ah, c'est extrêmement compliqué. Je pense que, bon, déjà, on en parle. Hein? On en parle beaucoup. L'expression Boys Club est courante maintenant dans les médias. Je pense que le fait que le travail que les féministes, entre autres, font, mais les antiracistes, les anti-homophobie, enfin bon, tous les militants, peu importe quel est notre point d'ancrage, puis en même temps, les militantismes s'entrecroisent. Hein? Je veux dire, il y a une lecture aussi qui est intersectionnelle des militantismes. On n'est pas militante sur une seule chose. En tout cas, je ne crois pas. Pour moi, ça ne marche pas, ça. Et là, j'ai perdu le fil de ma question. Oui, je crois que le travail qu'on fait, qui est un peu souterrain lui aussi, ou un peu caché, a des effets. Mais il n'y a rien qui va changer rapidement. Et il faut, je crois malheureusement, se sortir de l'idée qu'on va faire basculer les choses, à moins de faire une révolution. Mais là, une révolution avec du sang qui coule et des gens qui crèvent, hein, je veux dire, je ne vois pas comment autrement. Sinon, ça va se faire petit à petit, puis ça va se faire parce que, j'espère, un jour, ce qu'on n'arrête pas d'avancer en tant que féministe, en tout cas, ait un réel impact au niveau des soins donnés aux enfants en CPE, dans les écoles primaires, au secondaire, on accompagne autrement les adolescents. J'écoutais la fin de votre entretien avec Hugo tout à l'heure. Bon, il faut, de fait que si on veut une vraie parité, il faut qu'on encourage, mais plus qu'on encourage, il faut aller chercher les gens. Et puis plus que aller chercher les gens pour qu'ils fassent partie de campagne politique, par exemple, de campagne d'élection, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le milieu de la politique qui fait que plein de gens s'en trouvent exclus et que plein de gens ne veulent pas y aller. Moi, la première. Hein, moi, on me dirait, viens, présente-toi comme député. Je dirais non, il n'y en a pas question. Moi, je ne vais pas là. Bon, ben, il y a des raisons pour lesquelles je n'irai pas là. Et on pourrait dire, oui, mais tu es la mieux placée pour faire ce genre de truc-là. Mais non, moi, je ne ferai pas ça. Donc, il faut que le milieu lui-même s'interroge. Il faut qu'on se demande comment on fait de la politique. Ça, c'est problématique. Et plus encore, comment on fait... c'est quoi la vie du politicien ou de la politicienne? Qu'est-ce qu'on exige d'un politicien ou d'une politicienne? C'est quoi les horaires à l'Assemblée nationale? C'est quoi les horaires des comités? Est-ce que c'est acceptable pour des gens qui veulent avoir des enfants, par exemple, qui sont jeunes? Est-ce qu'ils peuvent vraiment envisager cette double tâche qui est la tâche familiale et la tâche politicienne, si on veut? Donc, il y a plein de questions comme ça qui doivent se poser. Qui doivent être mises sur la table. Mais je dirais, il ne faut pas désespérer, mais il ne faut pas avoir de faux espoirs. Les choses ne bougent pas rapidement. Malheureusement. Oui. Je vous remercie infiniment.